Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour la première de toute une histoire. Toute une histoire parce que vous, vos enfants, vos proches et pourquoi pas moi aussi, autrement dit nous tous, nous avons chacun une histoire à raconter. Et quelles histoires? Celles de nos invités, vous pourrez les écouter chaque jour et après, libre à chacun d'en faire son propre miel. Et pour débuter toute une histoire aujourd'hui, l'histoire de Paul et Maïté. Il était une fois une princesse au visage pâle qui tombe amoureuse d'un beau prince ébène. Dans la vraie vie, cela donne une belle histoire d'amour qui commence au Sénégal et continue aujourd'hui en Normandie. Une histoire d'amour qui a dépassé tous les préjugés. Car en croire de récents sondages, un Français sur 3 se déclare raciste. D'après un sondage CSA pour Le Figaro. Et pourtant, il suffit d'un peu d'ouverture d'esprit, d'un billet d'avion et de quelques jours de vacances et on revient avec un amoureux dans ses bagages. Voici l'histoire de Paul et Maïté. Je suis partie en vacances au Sénégal une première fois en 98. J'ai sympathisé avec Paul et puis j'ai fini par m'y installer et on s'est mis ensemble. Donc. On s'est regardé carrément sur les yeux, on dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis depuis lors, on est partis ensemble. Et puis on est mariés. Oh, down. Le premier rapport sexuel, ce n'était pas facile. Tu as l'habitude de voir un truc tout noir au lit, et puis un coup, tu vois un truc tout blanc au lit, donc c'est un peu flippant les premiers coups, mais après, à la longue, après, tu t'habitues. En 2002, Maïté et Paul sont non seulement devenus mari et femme, mais ils ont aussi quitté le Sénégal pour s'installer à Saint-Lô, en Normandie. Pour Paul, il a fallu s'adapter à de nouveaux codes de vie. Quand on danse avec un homme noir, même si c'est très très hot, c'est très sexy, ça reste de la danse. Ça ne mène pas après au lit. Et si vous dansez de la même façon avec un occidental, il va tout de suite penser que c'est bon, c'est réglé. Allez, viens là, ma deuxième femme. Parfois, c'est mal interprété. Alors j'expliquais à Paul, mais tu sais, vraiment, elle est en train de s'imaginer des choses. Et lui disait, mais non, c'est pas grave. Et la fille, je les voyais se trémousser, toute contente qu'on s'intéresse à elle. Les femmes sénégalaises, ils savent comment tenir leurs hommes pour qu'ils restent à la maison. Elle porte des diadiali, donc ou bim-bim, c'est des colliers de taille. Quand on voit les bim-bim d'une femme, c'est comme si en France, quelqu'un montrait son porte-jartel. Donc c'est le top de l'excitation. Mais je porte pas de bim-bim et je fais la cuisine comme je peux, mais je pense que ça convient quand même à Paul. C'est ma femme, elle est belle, elle est gentille, elle m'adore, je l'aime aussi. Voilà, je vous demande d'accueillir les tout premiers invités de toute une histoire. Voici Paul et Maïté. Magnifique. Absolument suivi. Bonjour. Paul d'abord. Maïté. Asseyez-vous, je vous en prie. Beau couple d'amoureux. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez maintenant? 7 ans. 7 ans, ah oui, c'est pas un amour qui vient de cet été. C'est pas cet été que vous avez rapporté Paul dans vos bagages. C'est plus compliqué qu'un couple d'une seule culture? C'est peut-être plus compliqué, mais je crois que c'est plus intéressant. Moi, je trouvais plus d'intérêt à vivre un contraste avec quelqu'un de différent. C'est pas toujours simple, hein, parce qu'on a des référents différents, mais c'est tous les jours une nouvelle aventure. D'accord. Il n'y a pas de routine. C'est plus compliqué au début ou c'est compliqué tout le temps? Ça change quoi, Paul, fondamentalement, d'être avec une femme française? Parce que vous aviez été avec des femmes sénégalaises aussi. Oui. Qu'est-ce que ça change le plus? Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique jusqu'en 2000 que j'ai quitté l'Afrique. Donc j'ai eu 4 enfants avec 4 femmes différentes. Ça ne collait pas trop. Avec les 4 autres? Ouais, ça ne collait pas trop parce que ce qu'ils aiment, c'est de rester à la maison, que toi tu vas bosser, tu reviens. Bon, il y a un côté positif aussi, ça veut dire qu'ils vont faire la popote, ils vont faire la vaisselle, ils vont faire le repassage. Mais vous vouliez une femme indépendante? Voilà, indépendante. Pourquoi? C'est mon style de vie. Pourquoi vous n'avez pas le réflexe de porter plus souvent des bim-bim ou des boubous? Alors, c'est bien adapté au climat du Sénégal. Le boubou? Oui, le boubou. Le bim-bim, ça va avec tout? Le bim-bim, c'est assez léger, mais sous un jean, sous un pantalon, moins. Et puis, on perd l'habitude aussi, quoi. Alors, le bim-bim, c'est ça, mesdames, je vous le Voilà. dis, ce sont ces petites... ce sont des colliers de perles? Voilà, c'est élastique. Et c'est un objet très érotique au Sénégal, parce qu'en fait, on le voit, à part là, je vous fais vraiment un striptease osé pour une Sénégalaise, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on voit quand la femme est dénudée. D'accord, donc on ne le montre pas à n'importe qui? Non, alors les petites jeunes... C'est le secret de la chambre. D'accord. Votre 4 premières femmes étaient sénégalaises, donc noires? Oui. Ça change quoi d'avoir une femme blanche? Oui, ça change carrément. Ouais, quand même. Parce que si en regardant rien que les deux peaux, entre le blanc et le noir... Oui, regardons. Ça fait un petit contraste. Voilà. Pas mal comme contraste.
C'est vrai que quand une femme est blanche et un homme noir ou l'inverse et décident de faire leur vivre ensemble, ça peut faire des étincelles de toutes les couleurs. Nous avons interrogé 4 couples mixtes en France, 4 histoires. Jusqu'en 2000, je n'aurais jamais imaginé que j'allais épouser une blanche. J'ai pas regardé la couleur, j'ai pas regardé. C'est son cœur que j'ai vu. Moi, je suis juive, non pratiquante. Et toi, tu es musulman. Moi, je suis musulman. Non pratiquant aussi. Ah, je pratique. Non, arrête. Moi, je n'avais jamais mangé le fromage, sauf la vache qui rit. J'ai trouvé l'odeur un peu puante. Pendant un jour ou deux, il va décréter qu'il faut qu'on mange africain. Ça me plaît bien, on mange avec les doigts, c'est bien. Ça change un peu. Moi, quand je mange à la main, c'est comme une pince, c'est pour attraper. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Du coup, j'en mets partout. Ah non, non, c'est pas du tout. Non, non. J'ai essayé, je promets, j'ai essayé. Mais vraiment, c'est pas mon truc du tout. Ça te fait rire. Oui. Les Africains, on aime les femmes qui ont bien la forme et tout. Dodues. Ouais, bien dodues et tout. Tandis qu'avec un blanc, c'est vrai qu'il faut toujours être physiquement plus parfaite. Vraiment, Yael a le corps que les Africains rêvent, quoi. La forme qu'elle a, c'est... Non, c'est pas un choix. C'est trop cool, quoi. Nous avons Laura et Stéphane sont avec nous. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? C'est quoi cette histoire de fromage, Laura? En Afrique, vous savez, il n'y a pas de fromage. À l'époque, il n'y avait pas de fromage. On ne connaissait pas, donc on connaissait que la vache qui rit. Donc c'est ce qu'on mangeait. Quand on est arrivé ici, on est parti, la première fois, on est parti faire les courses. Puis il achète une pâte blanche. On arrive à la maison, on met au frigo, c'est normal. Mais le lendemain, je vais ouvrir le frigo. Il y avait une petite odeur. Ouais, ça. Alors je lui demande qu'est-ce qui pue dans le frigo. Je lui dis ça peut être quoi? Je dis je ne sais pas. Mais bon, à midi, on a fait la table, il a sorti cette pâte qui n'avait pas de goût. Pas de goût, juste une odeur. Juste une odeur. Vous n'avez pas trouvé ça bon? Parce que le problème, le fromage, c'est avant de le goûter, ça parle tout seul, quoi. En fait, c'est ça. Hein. Oui, ben, maintenant, oui, je mange bien le fromage. Et, j'adore le fromage. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre amoureux? Ça fait 6 ans. On a fait 4 ans ensemble. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans hier qu'on s'est mariés. Wow. Alors, est-ce que votre couple, c'est une histoire de différence qui se rencontre? Qu'est-ce que vous diriez? Dans le reportage, je le dis bien, en fait, c'est son cœur, j'ai pas regardé la couleur. C'était Laura. Pour vous, ça a été un coup de foudre de cœur, alors? Oui. Et pour vous? Il n'avait pas le choix parce que je l'ai tourné en bourrique, c'est normal. Ah, vous aviez décidé que ce avec serait lui? les épices et... Elle m'a ensorcelé. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Mais le premier week-end, quand j'étais invitée chez lui, j'ai fait à manger. Il était déjà habitué à manger. Attendez, vous invitez une femme chez vous, vous la connaissez pas très bien, et vous lui dites viens chez moi, je t'invite à dîner, tu feras à manger? C'est elle qui s'est saisie de la cuisine. Hein. J'ai fait un petit plat, il s'est accroché et puis voilà. Il s'est accroché à cause des épices? Voilà la façon de cuisiner. Vous avez l'impression que le regard est encore curieux des gens, le regard qui se pose sur vous, sur les couples mixtes? Est-ce qu'il y a de la curiosité dans les yeux des gens? Ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression. Non, ça change. Ça change parce qu'il y a déjà des Africains partout. Et puis, moi, je vais inviter des gens à voyager, aller en Afrique pour voir. Parce que quand on ne connaît pas, on peut juger facilement. Mais quand on connaît déjà des gens, mais les Africains, on est très ouverts, on est gentils, on est très sympas. Et puis, les femmes africaines, les célibataires ici, là, elles sont... Vous allez voir. Vous savez combien il y a de couples mixtes en France? Ah non, je ne sais pas. 42 000 couples, ça veut dire 100 000 personnes. Ça me paraît pas beaucoup, moi. Pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un mythe autour de l'amant noir. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est moi qui affabule? Il y a une curiosité. Chez vos amis, il n'y a pas une curiosité, des questions qui se posent? Je pense que la partie fondée du mythe, elle est sur la sensualité et le rapport humain. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'a pas peur de se toucher. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'être assis dans un car rapide, cuisse contre cuisse. Dans le métro, ça arrive, tout le monde s'excuse pendant 1 heure et se recule d'1 mètre. Ici, au Sénégal, enfin en tout cas, il n'y a pas de tabou sur le corps dans ce sens-là. Donc la sensualité, on se touche. 2 humains, c'est pas dangereux de s'approcher. D'accord. Et ce qui est infondé? Qui peut-être n'est pas toujours fondé. J'ai pas non plus.
une expérience infinie. Mais je pense qu'en compétences, que vous pensez à des mesures ou des compétences ou des timings, ça, je pense qu'il y a de tout. Hein. Alors, je vous propose de regarder quelques couples qui parlent justement de la sensualité des Africains et des Européens. Je sais pas pourquoi chez les Blancs, le sujet du sexe avec un Noir, c'est... Quel sujet? Eh bien, c'est pareil. Oh, question coquine. En Afrique, il n'y a pas aussi assez de loisirs comme ici. Donc, voilà. En gros, tu es en train de dire que vous êtes plus chaud parce que vous n'avez pas de loisirs, donc pour vous occuper... J'aimerais bien qu'elle fasse l'amour à la française. C'est déjà câlin, sensualité, caresses. Peut-être que ça va venir. Il faut apprendre. Il faut qu'il me fasse un dessin au mur. Ah bah, on va y arriver. Il est patient, le pauvre. Elle aimerait bien que je lui offre de temps en temps un petit bouquet, une petite fleur et tout ça. Tout de suite, je ne vois pas en fait qu'est-ce que ça fait comme démonstration d'amour. Souvent, pour un Africain, du moment que vous vivez avec lui, enfin, vous êtes marié avec lui, en plus vous avez des enfants, donc tout est dit. J'ai pas besoin de démontrer mon amour. J'ai besoin d'aimer, c'est tout. On s'y fait, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant il y a des justes milieux, on va dire, entre pas grand-chose et beaucoup trop, il y a le milieu. Et c'est vrai moi que aussi. Ça dépend des moments, ça dépend des moments. Non, allez, tu te bises. Quand je vois des gens se faire des bécos dans la rue, ça me choque, ça me gêne en fait. On n'est pas dans la rue en même temps. Voilà. Mais en même temps, c'est à la télé. C'est pire que dans la rue. C'est sympa en tout cas de voir que les couples en parlent vraiment de manière extrêmement tranquille. Vous aussi, vous trouvez que Paul n'est pas assez démonstratif, qu'il ne démontre pas suffisamment ses sentiments? Peu. Vous faites des compliments, Paul? Qu'est-ce que vous faites comme compliment, par exemple? Là, bon, je commence quand même à apprendre petit à petit. Depuis 6 ans, quand même, je commence à faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, vous lui dites quoi? Oh, bon, parfois, il met des trucs, je dis que ah, mais ça, c'est nickel, réel. Bah, mais là, alors, j'ai envie de sauter. C'est une image De joie. De joie. Et puis, ouais, moi, parfois, bon, je lui fais des petits plats, tu vois. Rien à dire Je lui là-dessus. fais des petits plats, parfois, ces cadeaux d'anniversaire, bon. J'ai tellement entendu dans la tête, maintenant, je l'ai carrément enregistré dans la tête, donc les anniversaires, je commence à acheter. Je n'achète pas un cadeau, hein, j'achète 3 ou 4 Oui. pour récupérer le retard. Ah d'accord. C'est quand son anniversaire, Maïté? C'est le 20 juin. Waouh, quelle mémoire. Bravo. Ah, c'est rentré. Hein. Félicitations. Ça vous fait avez pas 4 partie. enfants. Ouais, pardon, ça fait pas partie tout ça de la séduction africaine, donc c'est vrai que c'est une exigence à nous. On ne s'embrasse pas dans la rue, on ne se prend pas les mains dans la rue, tout se passe dans la chambre. Mais comment on se met d'accord avant la chambre? Alors on discute un petit peu ou... Tout ce qu'on n'a pas récupéré. Parce qu'on n'en parle plus là. Dans la chambre. Voilà, on parle plus. D'accord. Tu entends juste le bruit de bin-bin. D'accord, merci. C'est poétique, ça. Ouais, c'est magnifique, bravo Paul. Ça doit bien rigoler chez vous. Je comprends que vous ayez du monde chez vous. Voici un aperçu de la suite de cette émission. On retrouve ensuite Paul, Maïté et leurs enfants. Attention, il y a une surprise, mesdames et messieurs. Peut-être encore un peu plus délicat, quoi. Claude était raciste, sa fille a voulu épouser un maghrébin. Sachant que j'étais raciste, ça m'a fait très mal. Pour mon père, c'était tous les mêmes, tous des sales arabes, tous des sales noirs. Pas une de ses filles avec un noir ou un arabe. Maïté est tombée amoureuse de Paul. Maïté, en tombant amoureuse de Paul, a gagné 4 enfants. Depuis, vous êtes donc tous les 6 installés en Normandie. Vous servez de guide aux 4, à Jean, Ossa, Jules et Liseron. Et vous êtes devenus pour eux Mama Ité. Mama Ité.
Je savais qu'il avait 4 enfants, donc si je prenais la décision de me marier avec lui, c'était en lot. C'était comme ça, c'était ça ou rien. Maïté, avec les enfants, elle est nickel. J'ai vraiment gagné le jackpot, comme ce qu'on dit. En épousant Paul, Maïté s'est retrouvée du jour au lendemain avec 4 bambins à la maison. Jean, 15 ans, Ossa, 11 ans, Jules, 9 ans et Liseron, 7 ans, ont rejoint la Normandie l'année dernière. Ils y grandissent sous le regard attentif de leur nouvelle maman. On l'appelle Maman Maïté. En contracté, ça fait Maman Maïté. Maïté, elle nous apprend à manger avec des fourchettes et elle nous dit de mettre des serviettes de table. À table, on ne doit pas mettre les coudes. Pardon? Merci. Ils vivent un peu à l'africaine. J'aimerais qu'ils soient un tout petit peu plus stressés, mais ils sont instressables. J'aimerais bien qu'ils arrivent petit à petit à acquérir un petit peu le rythme d'ici pour pas être largués quoi, à un moment donné. Bon, Jules, tu fais ton lit, tu ranges ça. Jean, tu ranges tes CD. Alors, montre-moi ton cahier. Ah, j'aime bien avoir une maman française parce qu'on apprend plein de choses. Aux réunions de parents d'élèves, ils s'attendent à avoir une maman africaine, un boubou, et maintenant c'est moi. Vraiment, si tu trouves une femme comme Maïté qui va accepter d'abord tes 4 enfants, je peux dire que tu as trouvé une bonne étoile. Demandez aux enfants de venir me rejoindre. Venez les enfants. Comment ça va? Bisous. Ça va, les vacances, c'était bien? Comment ça va? Bonjour. Là, vous êtes bien en Normandie? Oui. Tu viens près de moi, toi. T'es bien à côté de moi. Celle-là, je la garde. Hein. Il vous appelle tonton Jean-Luc. Hein. Tonton Jean-Luc, très bien. Ça va, j'accepte. Vous êtes un peu séparés pendant les vacances, et là, vous êtes retrouvés, c'est la rentrée. La rentrée se prépare bien? C'est préparé, ils sont rentrés hier. Ah oui, ben, j'ai une pensée pour tous ceux qui commencent aujourd'hui. Il y en a pas mal qui démarrent aujourd'hui. Beaucoup d'encouragement pour les familles aussi qui sont avec nous et qui rentrent de vacances aujourd'hui. Jules, qu'est-ce que tu penses des conseils de Maïté? C'est bien. Ça va? Elle nous apprend plein de choses. Qu'est-ce qu'elle t'apprend par exemple? Elle nous apprend à ne pas mettre les coudes sur la table, à ne pas salir les habits quand on mange. D'accord. Elle vous apprend à vous débrouiller en France quand vous êtes en France. Et puis en Afrique, c'est vous qui lui apprendrez à se débrouiller quand vous y retournerez, sans doute, un jour avec elle aussi. On a commencé par là, hein, et ils m'ont appris pas mal de choses. Liseron m'a beaucoup appris à parler Wolof, par exemple. D'accord. Elle parlait que Wolof. Ah bah c'est moi. Elle parle bien Wolof, Maïté? Moi. Ouais. Il y a encore des progrès à faire. Vous Ouais. parlez Wolof à la maison aussi? Ils parlent Wolof entre eux, je comprends un peu. Oui. Parfois. Parfois, ce qui permet aussi d'avoir ses petits secrets. Ouais, mais j'arrive à griller les secrets, justement. Je parle juste assez bien pour comprendre. Comment vous êtes perçue par la famille de Paul, Maïté? Dans l'ensemble, la famille m'a fait un super accueil, je suis chouchoutée, c'est adorable. Avec la maman, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a aussi pour beaucoup de... La maman de Paul? La maman de Paul. Pourquoi? Ouais. Parce que pour beaucoup de Sénégalais, être français ou alors vivre en France, c'est nager dans les poubelles d'argent. C'est un peu comme... C'est son expression? Non, c'est la mienne. Ouais. C'est en fait, ils ont l'image de l'Occident par des telenovelas. Donc, je pense que beaucoup s'imaginent qu'on est au bord de la piscine à boire des cocktails. Ah oui. Comme sous le quotidien. soleil. Voilà. Ouais. J'ai pas de piscine à Saint-Lô. Ouais. Donc là, il y a un petit rapport matériel un peu compliqué. Mais sinon, tout le reste de la famille. Ça fait combien de temps que vous êtes installé en Normandie maintenant? 2 ans et demi. Ouais, 2 ans. Est-ce qu'il est temps d'agrandir la famille, Paul? Ouais. C'est décidé? C'est un C'est projet. plus que décidé. Un projet en C'est cours plus de que décidé. réalisation. Vous êtes enceinte? C'est un projet en cours de réalisation. Pardonnez-moi, donc c'est un peu tôt pour vous féliciter, j'imagine. Voilà, alors. oui, D'accord. c'est- Ah bah ça c'est bien, Vous c'est pouvez une grande féliciter nouvelle. quand même. On peut féliciter quand même, alors toutes les félicitations. Merci. On prendra de vos nouvelles. Cette fois-ci, vous reviendrez 1, 2, 3, 4, 5. Vous serez 6 et 7 avec le grand la prochaine fois. Et ce sera un plaisir de voir, moi, d'ici quelques mois, quand le petit sera arrivé sur Terre, voir la tête qu'il a. On pourra Ça- les mettre ensemble à la crèche avec le vôtre. Absolument. Absolument. Très bien, je vous remercie. Restez avec nous.
Vous restez avec nous pour écouter l'histoire édifiante de Bénédicte et Mustapha. Mustapha a été rejeté par sa belle famille à cause de sa couleur, de sa religion. Lorsque ce jeune Marocain est tombé amoureux de Bénédicte, il a dû affronter le racisme de son beau-père. Tous les mêmes, tous des sales arabes, tous des sales noirs. Ça avait rien à faire ici. Pas une de ces filles avec un noir ou un arabe. Les propos violents de son père ne pourront rien contre le coup de foudre que Bénédicte va avoir pour Mustapha, un jeune Marocain. Ma rencontre avec Bénédicte, c'était à l'école. Quand elle m'a vu, elle a flashé. Un ami m'a dit, écoute, je le connais, je vais te le présenter. Donc Mousse m'a dit, mais je m'appelle Mustapha, j'ai 19 ans. Je lui ai dit, Bénédicte, 15 ans, t'es beau, t'as l'air sympa, tu veux pas sortir avec moi? Et j'ai pas eu le temps de dire oui qu'elle m'avait déjà pris et embrassé vigoureusement, on va dire. L'histoire commence bien, pourtant Mustapha est loin d'imaginer que sa couleur de peau et son origine maghrébine vont poser problème. J'avais peur de perdre Mousse. Et un jour, je lui ai dit, écoute, voilà, faut que je te dise quelque chose. Mon père est raciste, mon père n'aime pas les Noirs, mon père n'aime pas les Arabes. Bénédicte tente le tout pour le tout. Avec l'aide de sa sœur, elle provoque la rencontre. Elles invitent leur père, sans l'avertir de la présence de Mustapha. Ça m'a fait très mal, puisque ma fille aînée, sachant que j'étais raciste, qu'elle acceptait chez lui, et que moi je venais, ça m'a fait très très mal. Et en fait, au lieu de le présenter sous le nom de Mustapha, on l'a présenté sous le nom de Stéphane. Et comme Guadeloupéen, il savait que c'était mon petit ami, mais toujours pas que c'était un Maghrébin. Je paniquais, je tremblais parce que j'étais en train de mentir. Et là, j'ai décidé d'écrire une lettre. La lettre de Mustapha m'a très choqué. J'écrivais dans la lettre que j'étais désolé, que j'avais menti et que je comprendrais s'il refusait la relation avec Bénédicte. J'aurais jamais cru qu'une personne de couleur ou quelqu'un puisse écrire une lettre comme il m'avait écrit. Il allait quitter ma fille, il gâcherait lui sa vie pour que moi je ne sois pas malheureux. Touché par la sincérité de Mustapha, Claude lui demande de le retrouver immédiatement. Il m'a sauté dans les bras et il m'a attrapé, il m'a serré fort, très fort, et il s'est mis à pleurer. Tu fais partie de la famille et jamais je n'aurais pu décider comme j'ai eu. Et c'est une image que je garderai tout le temps. Parce qu'en fait, Claude, il est très sensible et moi aussi, et on s'est compris. D'un seul regard, on s'est compris. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Bénédicte et Mustapha qui sont nos invités. Bonjour Mustapha. Bonjour Bénédicte, ça va? Installez-vous les amoureux. On a une petite pensée pour votre papa. Ouais, il a failli venir. Ouais, il a été retenu par son travail. C'était pas facile au début, j'espère qu'on le verra un jour sur ce plateau. Mustapha, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux regard dont vous parlez dans le reportage? Mais dans le regard de Claude, il y avait... En fait, à vrai dire, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui n'est pas formulable. C'est quelque chose qui était très fort et qui sortait du cœur. Mais je retiendrai tout de même dans ses larmes, parce qu'il y avait beaucoup de larmes. Et je retiendrai dans ces larmes des larmes de honte, de regret, mais à la fois de joie, la joie de nous avoir unis pour la vie. Comme s'il s'était trompé? Oui, comme s'il s'était trompé, et je pense qu'à ce moment-là, il s'en est voulu... D'avoir généralisé? Tout à fait. Oui. Un Français sur 3 se déclare raciste, vous connaissez ce chiffre qui est affolant, quoi. Non, c'est un chiffre inquiétant, mais je suis venu aussi dans cette émission pour... offrir notre histoire qui est belle et surtout le comportement de Claude qui est quand même exemplaire. Il vous a étonné votre papa? Voilà, plus qu'étonné. Ah ouais, c'est mon papa. Hein. Avec quelle phrase il vous avait élevé concernant les personnes étrangères différentes de couleur? Disons que ça a été progressif dans le temps, donc il a eu beaucoup d'histoires malencontreuses avec donc, des personnes de couleur ou enfin des Maghrébins. Et donc mon père me disait... Si une de mes filles, je vous vois avec un arabe ou un noir, c'est fini. Donc, grandir avec ça, et puis bon, quand on tombe amoureux, je crois qu'on ne calcule pas ni la couleur, ni la religion, ni... Même au début, vous n'avez pas calculé juste pour embêter votre papa? Non, jamais. C'est les présentations à Mustapha qui ont été compliquées. Quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment amoureuse, ouais. vous vous êtes dit comment je vais faire?
Ouais, c'est ça, quoi. C'est entendre le soir à la maison qu'ils valent rien, que c'est à renvoyer dans leur pays, quoi. Alors vous avez passé gros. toute la journée avec Mustapha. Et que moi, voilà, j'ai passé toute une journée géniale avec Mousse et que le soir, on entend ça et puis progressivement, on essaye de dire, mais tu sais, ils sont pas tous pareils, on généralise pas. Il a été surpris au moment de la première rencontre? Ouais, quand même, il a été surpris. Comment ça s'est passé exactement? Il y a eu déjà un loupé. Du moins, c'est un peu de ma faute. Disons qu'on était chez ma sœur et mon père est arrivé à l'improviste et Mousse était à la maison et avec ma sœur, on a tellement eu peur de sa réaction qu'on a pris Mousse et qu'on l'a jeté dans un placard et on l'a fermé dans le placard. Comme au théâtre. Voilà. Pareil. Voilà, Vous étiez exactement. comment? Vous avez passé combien de temps dans le placard, vous? À peu près une demi-heure. Ah ouais, une bonne demi-heure. Ah ouais. Une demi-heure dans le placard, Ouais. sous les soutiens-gorge de sa sœur. Ouais, une demi-heure et puis papa qui commence à taper l'incruste, taper un apéro et tout. Et puis, il dit allez papa, rentre à la maison. On transpirait parce qu'il faisait chaud dans le placard. Et donc il est parti. Je crois que ça a été le premier grand loupé que. Je pense que bon, maintenant c'est rigolo, mais sur le coup c'était pas rigolo du tout, quoi. Comment vous l'avez vécu cette rencontre? Ça a été fort. La hein, quand rencontre, ça a été la rencontre, oui, la première, c'est que on a menti en fait. On a menti. Prénom? Ouais. Sur le prénom et sur les. C'était quoi votre prénom l'origine. d'emprunt? Stéphane. Stéphane. Voilà. Stéphane n'était pas marocain? Non. Mais antillais? Antillais, voilà. D'accord. Et ça changeait tout pour votre papa? Disons que, comme je disais, j'arrêtais pas de dire, d'accord, si tu veux, les Africains, c'est tous des cons. Mais je disais, mais les Antilles, c'est français. Donc tu peux pas être raciste contre des Français. Ça serait un peu con, quoi. Donc ça passait un petit peu mieux. Vous dans vous êtes dit, il va l'esprit. s'attacher à Mousse et puis comme Ouais, ça, on pourra ça expliquer sera- son histoire. ouais. Mais en fait, vous n'avez pas eu cette patience, vous? Non, parce qu'au départ, quand on a menti, c'était pour durer, pour faire avaler la pilule plus facilement. Et moi, au bout du premier jour, en fait, du premier soir, où on a décidé de faire un repas avec son père, enfin, c'est son père qui nous a invités, lors du repas, il a commencé à me poser des questions sur les Antilles. En l'occurrence, la Guadeloupe. Et je n'ai jamais mis les pieds, mais bien sûr en Guadeloupe. Alors, il me demande, est-ce que tu as déjà mis un pied en Guadeloupe? J'ai dit, ben non, mais je compte y aller pour voir un peu ma famille. Ah bon, tu as de la famille là-bas? Eh ben oui, et tu as qui? Bon. Et Ouais, enfin, de mensonges. voilà, de mensonges. voilà. Et donc, on partait sur une succession de mensonges et j'ai dit, bon, j'ai coupé court à la discussion, on est passé à autre chose. Et donc, après le repas, je suis allé voir Bénédicte et j'ai dit, je ne peux plus, quoi, il faut mettre un terme à. C'est là que vous avez écrit cette lettre? Histoire. Et là, j'ai décidé d'écrire une lettre. C'est sorti d'un coup? D'un coup. J'ai dit, je ne me sentais pas capable de lui dire en face, parce que je ne connaissais pas Claude et j'appréhendais sa réaction, en fait. Et j'ai écrit cette lettre que j'ai cachetée, que j'ai donnée à Bénédicte et j'ai dit, voilà, tu donnes cette lettre à ton père et ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Cette lettre que j'ai toujours ici, Allez. que je porte tout le temps. Allez. La lettre qui a tout changé. Et que Claude tient très fort à cette lettre aussi. Alors, c'est une lettre qui date du 27/12/1995. Ah oui, elle a plus de 10 ans. Hein. Quand même. Alors, tout simplement, monsieur, j'écris cette lettre simplement pour vous dire la vérité. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir dit un mensonge. Oui, un mensonge car je m'appelle Mustapha et non pas Stéphane. Je ne suis pas antillais, mais d'origine marocaine. En écrivant cette lettre, je prends le risque de perdre Bénédicte, mais avant tout, je vous respecte, malgré vos opinions, et je respecterai votre décision si vous ne voulez pas de ma relation avec votre fille. Sachez, monsieur, que je ne vous en voudrai pas. J'espère une seule chose, c'est que votre femme revienne. Pour ma part, ça passe ou ça casse. Je suis désolé, monsieur. Je vous souhaite quand même que du bonheur dans ce passage difficile que vous traversez en ce moment. Merci, monsieur. Mustapha Dimous. Qu'est-ce qui s'est passé après cette lettre? Ben, après cette lettre, le lendemain, Il a pris conscience, j'étais chez moi. Bénédicte m'appelle chez moi, j'étais chez mes parents. Et moi, j'étais persuadé que c'était fini, que notre histoire, c'était fini. Et elle m'appelle, elle me dit, il faut que tu viennes vite chez sa sœur. Et je dis, bon, alors c'est bon ou pas? Elle m'a rien dit, elle m'a dit, il faut que tu viennes vite. Et donc j'ai pris ma mobilette et je suis allé au domicile de sa sœur. Et là, Claude était là, au fond de l'allée. Et je suis arrivé et voilà, j'ai emprunté l'allée et il est arrivé en courant vers moi.
Il m'a sauté dessus, m'a embrassé. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la personne, est-ce que c'est vraiment le père que Bénédicte m'avait décrit, quoi. Est-ce que vous l'aimez, votre père, par ailleurs? Ah, mais je l'adore, mon Ouais. père. Je l'aime plus que tout, même. Plus que Mousse? Non, mais ils sont à égalité. Moi, j'aime plus son père, maintenant. Vous l'aimez beaucoup? Vous avez une bonne relation tous les deux depuis? Ah ouais, excellente. Ouais. Vous avez construit en 10 ans une vraie En relation? 10 ans, une vraie relation. Ah ouais. Il a tout fait pour moi, pour la fusionnel. construction de ma maison. Fusionnels tous les trois. Et il le montre tous les jours. Donc Claude a changé d'avis, c'est une belle leçon de tolérance. Et pour autant, il ne faut pas qu'on oublie que c'est compliqué parfois dans certains couples. Donc on est là évidemment, grâce à votre histoire, pour faire avancer les choses, que vous disiez tout à l'heure. On va raconter dans un instant une autre histoire, l'histoire de Joseph, juste après cette bande-annonce pour nos prochaines émissions. Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Céline. Elle nous racontera sa grossesse invisible et mystérieuse. J'ai appris à 7 mois et demi que j'étais enceinte. On a 6 mois et demi, nous. Quand je pose la main sur le ventre, ça bouge. Hein. Vous, ça bougeait pas? Ben si, mais j'ai pris ça pour des mouvements intestinaux, ça bougeait très légèrement. Non mais... Autre histoire, la terrible épreuve endurée par Valérie, Jean-Luc, Gaël et Nicolas. Des parents accusés à tort de maltraiter leurs enfants. Les médecins me posaient des questions sur mes parents. Par exemple, si papa se douchait avec moi. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi médecins et policiers ont-ils eu des soupçons? Ils nous ont dit, il y a une commission de maltraitance à l'hôpital tous les mois, donc on va étudier votre cas. On ne vous le cache pas, hein, on pense que Enzo a été maltraité. Vous avez été convoqué? Gendarmerie, police? Gendarmerie. On vous a Donc, mis une poupée entre les mains à un moment? Oui. Je l'ai posé de suite sur le fauteuil et je me suis mis à pleurer. J'en suis arrivée à douter de moi, à me dire où je suis folle, où je suis somnambule, je sais pas. Si les médecins disent qu'il a été maltraité ou qu'il est tombé, c'est qu'effectivement c'est le cas. Oui, Joseph, lui aussi, a débarqué dans une famille d'une autre couleur. Il avait seulement 15 mois, c'était un tout petit garçon, lorsqu'il est arrivé en France en provenance de la Côte d'Ivoire, dans la famille de Denis et Fabienne et leurs 4 enfants. Voici leur histoire. Nous sommes une famille qui avions déjà des enfants biologiques, hein, et donc c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que parce qu'on a déjà des enfants, pourquoi adopter? Mais je pense qu'on avait cette autre démarche en nous qui était d'ouvrir notre famille à un enfant d'une autre culture, d'une autre couleur. On avait vraiment une volonté de s'inscrire dans cet accueil de la différence. Pour moi, c'est allé de soi que c'était un enfant de couleur, donc pour amener justement de la couleur dans la famille. Et c'était en Côte d'Ivoire qu'était notre fils. On avait reçu quelques photos auparavant. On téléphonait régulièrement au centre où il était, mais ce que nous, on avait envie, c'était d'être avec lui. La première fois que nous avons vu Joseph, il était dans un petit lit, tout seul. Donc on s'est approché de lui, on l'a pris dans nos bras, on l'a embrassé. D'emblée, on s'est adopté, on s'aimait. Comme si je venais de le faire, ce bébé, comme s'il venait de moi, quoi. C'est émouvant, tout ça. Et puis, il est temps de quitter les plages de Côte d'Ivoire, destination la France, plus précisément la Franche-Comté. Une nouvelle vie attend Joseph avec ses frères et sœurs, impatients de le découvrir. C'est bizarre d'aller attendre son petit frère à l'aéroport le de la maternité, c'est sûr. Mais c'était très très émouvant. Et puis, moi, j'ai pas vu de différence parce qu'il était noir ou blanc que de le prendre dans mes bras. C'était un petit frère qui arrivait. Le voir en vrai, c'est quand même quelque chose de fort. On avait le cœur qui battait 2 fois plus vite qu'à l'habitude. Joseph, il les a aussi adoptés aussitôt et eux aussi. Non, il dit qu'ils se connaissaient déjà, quoi. Même s'il est noir et qu'on l'a adopté, c'est exactement la même chose que mes 3 autres frères et sœurs. On s'aperçoit que cet esprit d'ouverture qu'on a en nous, en fait, il est au plus profond de nos enfants également et qu'on va vraiment faire former une famille tous ensemble, quoi. Alors pendant le reportage,
Joseph, qui a été pourtant bien préparé par sa maman, s'est mis à pleurer. Alors sa sœur a été le consoler, sa sœur Marlène. Et sa sœur Marlène s'est mise à pleurer à côté de lui. Quelle famille. Quelle histoire quand même. Alors comment ça vous est venu cette idée d'aller chercher un enfant aussi loin? Alors moi, je ne sais pas ce qui s'était passé quand j'étais petite. Je sais pas, je pense que j'avais une dizaine d'années. J'avais dû voir un reportage avec des enfants qui n'avaient pas de famille et ça m'avait choquée. Et je m'étais dit, si je me marie, j'adopterai un enfant parce que un enfant sans famille, c'est pas normal, quoi. Alors c'est une histoire qui remonte à loin en fait. Voilà. Très loin. Ouais. Parce que vous avez pris votre temps, vous avez combien d'enfants? 5. 5. 4, et puis Joseph qui est arrivé ensuite. D'abord vous avez fait des 4 enfants, et puis ensuite... Non, on fait 3. 3. Joseph et Noélie qui est arrivée là. D'accord. Où est-ce qu'elle est? Ah, bonjour. C'était en 97, donc la première fois que vous avez rencontré, 21 juin 1997. C'est un des films de vos l'instant où on vacances. l'a rencontré, quoi. Alors vous avez ressenti quoi là? Ça fait quoi d'être la maman blanche d'un petit garçon noir? Moi, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai eu mes autres enfants. C'est-à-dire des contractions? Ah bah, Quasiment. pratiquement. Quasiment. Ah ouais. Ouais, il y avait des gens, avant que je parte, avaient pensé que j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Ça va Joseph? Tu viens? Non, on accueille Joseph. T'as passé les vacances? Qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances, Joseph? Ben, moi, je suis allée à l'île de Léron. Waouh! Et quand tu étais un tout petit garçon, Joseph, est-ce que tu t'es rendu compte que les autres autour de toi n'avaient pas la même couleur que toi? Non, ça m'a pas fait une impression. Pour toi, c'était Normal. normal. Est-ce que vous craignez parfois que Joseph, quand il était petit, soit victime de racisme, de remarques bizarres de la part des autres? On a remarqué de la part de certains, oui, des fois, mais c'est assez rare. Parce qu'on a la chance qu'il soit connu dans notre entourage. Je crois qu'il est même plus connu que nous à Pontarlier. Il est connu comme le loup blanc. Ah, c'est le cas de le dire. Ouais. Et c'est vrai que ça se passe bien. Joseph, tu es le seul enfant noir de ta classe. Alors au début, c'est quand même un sacré choc. Ouais. Raconte-nous le début, ça n'a pas été facile, hein? Bah, non. Qu'est-ce que tu as expliqué aux autres? Bah, que j'étais noire. D'accord. Et qu'est-ce que ça avait comme différence? Bah, rien. Bah voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Tu es le seul enfant noir de ta classe dans cette petite école donc dans le Jura. Comment se déroule ton intégration? On va voir donc quelles sont les réactions des petits camarades de classe face à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ce qui est très bien. Et pour cause, la couleur de la peau de Joseph n'a pas toujours été vue d'un très bon œil. Le petit Joseph qui était à l'école maternelle, un jour il me dit, tu sais, papy, il y a des enfants qui ne m'aiment pas. Puis je lui dis, pourquoi tu leur fais des misères? Il me dit, mais non, c'est parce que je suis noir. J'avais 9-10 ans à peu près et je me suis dit, ah non, pas un cousin noir. Enfin, pour moi, c'était bizarre. J'ai déjà eu certaines réflexions. Oh, c'est pas ton vrai frère. Ça me faisait mal. Enfin, ça m'énervait qu'ils comprennent pas que pour moi, ça changeait rien, quoi. C'est vrai que dans nos milieux, je dirais un petit peu de campagne, l'arrivée d'un enfant noir, c'était une difficulté qui était à surmonter. Il faudrait quand même être un peu plus gentil avec moi parce que j'ai eu une vie dure, pas comme eux. Ils ont connu leurs parents, puis pas moi. Voilà. C'est pas du tout un avantage d'être noir, non. Quand on est adopté et noir et qu'on vit dans un pays de blancs, c'est peut-être encore un peu plus délicat, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai bon espoir. Une belle rentrée de classe. En préparant cette émission, tu nous as dit que c'était pas du tout un avantage d'être noir. Bah oui, parce que t'es noir au milieu des blancs, alors ça te fait drôle. Ça fait drôle aux autres ou ça fait drôle à toi aussi? Bah aux autres, ouais.
aux autres d'abord, dans un premier temps, évidemment. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont accueillir un enfant qui ne ressemble pas à ce qu'ils sont dans leur nouvelle classe cette année à l'école? Ben, je sais pas. Faire connaissance avec eux. Ben, faire connaissance. Comment on fait connaissance? Ben, bonjour. Et puis de se présenter. Faire un contact facile, plus simple? Facile. Ouais. Ben, bonne rentrée, Joseph. Hein. Ben, merci. Merci d'être venu nous voir. Bonne rentrée à tous. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, merci pour Joseph. J'espère que tous les camarades de Joseph et tous les camarades qui vont avoir à côté d'eux, dans leur classe, un enfant qui est un peu différent, auront une ouverture d'esprit, auront envie d'aller vers la personne, lui dire des choses gentilles et simplement accueillantes. Et ça suffira pour que tout le monde soit heureux. L'émission n'est pas terminée. Encore des surprises pour terminer l'émission. Dans un instant, nous recevrons les petits derniers de France 2. Enfin, petits, ils sont grands comme ça à peu près. On accueillera Stéphane Bern et Laurent Delahousse qui viennent d'arriver sur France 2. Ce sera juste après ça. A tout de suite. Merci Joseph. Merci. Merci. À peine marié, votre couple traverse déjà une crise. Vous êtes ou vous avez fait un bébé éprouvette. Vous vivez ou avez vécu une histoire d'amour au travail. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08. Je suis tellement carré de toute façon, il va falloir que ça soit carré. Prochainement, dans Toute une histoire, le mariage, quel stress. Chacun sa façon de s'y préparer. Sylvain se marie dans un an, mais déjà il répète son discours tous les jours pour s'entraîner. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. Magali et moi, nous sommes très émus. Il ne faut pas s'entraîner face à la glace. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner en public devant tout le monde. Je vais vous demander de vous lever sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Et on vous écoute. C'est par où la sortie? Il est revenu 2 jours avant le mariage pour me dire qu'il partait avec ma meilleure amie. Moi, c'est pas mon premier mariage. Il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de stress. Ou s'il y a du stress, je vous le ferai passer tranquillement. Ça y est, c'est bon. C'est que c'est la bonne. Merci pour eux, les 2 nouvelles stars de France 2. Notre premier invité est connu pour être le spécialiste des stars couronnées. On l'entend tous les jours à la radio dans l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. Il joue actuellement au théâtre et il déboule sur France 2 avec une nouvelle émission. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Stéphane Bern. Dans l'énergie, Stéphane. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Assieds-toi. Bonjour à tous. Comment ça va Stéphane? Ça fait quoi d'arriver? C'est sympa d'être aussi bien accueilli sur France 2. N'est-ce pas? Bravo, merci le public. C'est chaleureux, c'est très sympathique. C'est un bon accueil. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? Si j'osais, oui, je crois que c'était dans ton bureau. Je faisais une interview pour Le Figaro. On se souvient donc pas. c'est une des Tu m'en premières. veux pas? Non, je n'en veux pas, mais le papier devait être bon, c'est pour ça que tu t'en souviens pas. Sans doute, on se souvient que des mauvais papiers. On se souvient toujours des mauvais papiers. C'était avant ta révolution capillaire. Oui, comme tu dis, oui, c'est ça. Donc Stéphane arrive avec une nouvelle émission. Je ne savais pas quoi mettre sur la tête pour arriver sur France 2. Je me suis dit, le mieux, c'est d'être naturel. Et de mettre des cheveux tels qu'ils poussent. Donc on retrouve Stéphane à un horaire que je connais bien, un jour que je connais bien, chaque mercredi en deuxième partie de soirée, pour une nouvelle émission qui s'appelle La Reine de France. Ça s'écrit comment? En un mot, évidemment. Mais évidemment, on porte en soi tout l'inconscient collectif. Les gens connaissent le Fou du Roi ou le type qui s'occupait des têtes couronnées. Donc j'ai aimé ce jeu de mots. Je l'ai aimé d'autant plus que c'est moi qui ai eu l'idée du titre, donc j'en suis très fier. C'est que la Reine de France, c'est une tribune libre de vraie démocratie vivante. C'est la res publica, la chose publique. On va parler des sujets de société de la France contemporaine. Et je trouve que c'est un joli pied de nez à l'imagerie qu'on peut véhiculer sur les rois, les reines. Si on t'appelle la reine, de toute façon, t'as de l'humour sur toi. On peut tout me dire, moi, plus rien ça glisse sur moi, je crois que j'ai plus d'ego. Donc on peut tout me dire, ça m'est égal. Alors on va être chacun son tour, ou presque, puisque toi tu seras 3 mercredis par mois et moi un mercredi par mois pour les grands débats de Ça se discute. T'as la pression? Oui, non mais évidemment j'ai une pression d'abord. Ce qui est bien, c'est que je ne remplace pas Jean-Luc Delarue. C'est important de le dire. Je ne le remplace. Il est irremplaçable. Déjà, ça, c'est un premier point. Bah oui. Et deuxièmement, c'est vrai que
il y a des talents que je n'ai pas, comme par exemple peut-être accoucher l'intime, aller chercher l'intime. Ce que j'aime en revanche, c'est les vrais débats de société, les sujets polémiques, les choses qui... Parce que j'adore la politique, j'adore la société, j'adore... c'est la bonne année pour ça. Hein. C'est la bonne année en plus. Mais j'ai une vraie appétence pour tous les sujets qui fâchent. Je me souviens d'une chose, c'est que j'étais au lycée, je devais être en terminale, et c'était l'année où François Mitterrand allait sans doute se faire élire président de la République. Et j'arrivais en cours d'histoire, je lançais un débat de société. Et évidemment, il y avait une telle cacophonie que le cours ne pouvait pas avoir lieu, parce que j'avais juste lancé un débat, j'essayais après de tirer les ficelles, et je voyais bien que tout le monde, ça se terminait en pugilat. C'est un peu ce que j'ai envie de faire, oui. D'accord. C'est le sale gosse, quoi. Donc, qui a premier envie pugilat après-demain sur France 2, mercredi soir. Une de nos équipes s'est faufilée dans les coulisses pour voir à quoi ressemble cette arène de France. On découvre ensemble. Après 2 saisons de bons et loyaux services à Canal+, Stéphane Bern débarque sur France 2 pour une nouvelle émission. Au menu de cette rentrée, une grande motivation, mais aussi un peu de trac. Et je me sens un peu stressé, un peu angoissé, un peu nerveux, disons, et en même temps extrêmement excité, parce que c'est un nouveau challenge. Là, j'ai le sentiment à la fois de me mettre en danger avec une nouvelle émission que je n'ai jamais présentée, un nouveau concept qui me tient à cœur et qu'en même temps je n'ai jamais assumé, c'est-à-dire un débat de société. Alors c'est du divertissement, donc en même temps c'est l'arène de France, c'est un spectacle. Nous, on ne se prend pas au sérieux, on prend les thèmes dont on parle au sérieux, mais nous, on ne se prend pas au sérieux. Je cherche absolument pas à trouver un nouveau style. J'essaye surtout d'être moi-même. Je suis très fier d'avoir été choisi d'abord par France 2 et d'être celui qui peut, disons, qui mérite en tout cas de prendre un petit peu le créneau horaire. En tout cas, je prendrai jamais sa place. Jean-Luc Delarue. Quelle courtoisie. Ça va quand même me faire bizarre de te voir à ma place. C'est bien, je sais que j'aurai au moins un téléspectateur. Oui, ce sera moi. Et madame, quel sera le premier thème de la première émission ? L'école fabrique-t-elle des crétins ? Ah. Non, c'est vrai. C'est en tout cas des illettrés à défaut de crétins, parce qu'on est tous le crétin de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais je veux dire par là, il y a un vrai débat sur l'école en cette rentrée scolaire, c'est savoir si oui ou non, eh bien l'école aujourd'hui nous donne l'enseignement qui nous permet de savoir lire, écrire et compter, ce qui est quand même le la minimum. base pour pouvoir avoir une vie professionnelle. Vous nous avez apporté un petit objet fétiche pour qu'on apprenne à mieux vous connaître sur France 2, Stéphane. Oui, c'est vrai. Je l'ai toujours sur moi, donc je ne l'ai pas apporté. Je l'ai toujours dans ma poche. Et vous changez de pantalon parfois. Oui, mais je... mais... Forcément. Mais, quand on change de pantalon, comme on met les pièces de monnaie qu'on peut avoir, on met également c'est un comboloi grec en lapis lazuli, qui est une pierre qui me porte bonheur, je crois. Et donc, c'est pas un chapelet au sens religieux du terme, ça vient... C'est le bleu des îles grecques, ça. C'est le bleu des îles grecques, Très joli bleu. Alors, en fait, le comboloi vient de c'est plutôt turc à l'origine, mais les Quel Grecs sens l'ont tu donnes à adopté. ça, toi ? Le sens, c'est surtout de me protéger, un talisman. Oui. Ça va le faire. J'espère que ça va me protéger, parce que ça chasse... On dit que le lapis lazuli chasse le mauvais œil. Alors, je crois à des choses ridicules peut-être, mais on est tous superstitieux. Enfin, je le Surtout suis. dans ces métiers, Oui, j'essaye de lutter, personnellement. On essaie de lutter, mais je le suis un peu, oui, finalement. Alors Stéphane, vous n'êtes pas le seul petit nouveau sur France 2, tu le sais. Cette rentrée, il y a Laurent Delahousse et sa classe imparable qui rejoint la rédaction de France 2. Il présente un nouveau magazine qui s'appelle Un jour, une heure, et il sera le joker de choix pour le journal de 20h. Ce sera le remplaçant de David Pujadas. Merci d'accueillir comme il se doit Laurent Delahousse, s'il vous plaît. Salut Laurent, assieds-toi. Voilà nos 2 transferts de l'été, pas mal, non ? Donc Canal+ pour Stéphane et évidemment M6 pour Laurent qui est passé aussi par LCI. Tu vas commencer par présenter les journaux. Voilà, c'est un retour aux sources, aux news, à l'information. Ouais, un rêve d'enfant, vraiment. Je vais essayer de baisser ma voix pour être dans la tonalité. Quand est-ce que tu commences ton premier journal, Laurent ? J'ai pas la date, je la mets pas trop en tête. Il y en a d'autres qui s'occupent de ça, donc voilà, à peu près, je crois que ce sera en novembre. C'est la grosse pression ? Allez, un peu. Ouais, un petit peu. Le 20h, ça représente quoi pour un journaliste ? Je te le disais, un rêve depuis, je crois, 26 ans. C'est ma mère qui me racontait ça, la mère, très important. Hein. Ouais, très important, elle doit être contente. En télévision, hein. voilà. Et effectivement, que devant les journaux de Mourouzi, déjà à l'époque, je regardais, je disais, c'est ça que je veux faire. Donc voilà. Tu seras donc le joker de David Pujadas pour le journal. Et puis il y a ce magazine aussi qui s'appelle Un jour, une heure, qui sera bimensuel, qui démarrera un petit peu plus tard.
Voilà. Quelle sera la tonalité? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce magazine? On va par rapport à celui de Stéphane? Raconter des histoires. Un magazine de documentaire. J'adore les histoires. Voilà, raconter de belles histoires. L'information, l'actualité, le destin de personnalité repose parfois sur des dates. Il y a des jours où le destin ou des histoires basculent. Et bien, on va revenir sur ces dates et on essaiera de s'intéresser aussi. Parfois, on s'arrête un peu à ces dates qui ont fait l'événement. On essaiera de savoir ce qui s'est passé après. Bienvenue, Laurent. Tu nous as apporté quelques photos pour aussi mieux te découvrir et te connaître. Tu m'as demandé des choses que j'avais toujours sur moi. Alors, une photo de ta fille d'abord. Oui, non, c'est très personnel, mais il n'y a qu'à toi que je peux donner ça. Voilà. C'est ma petite puce. Voilà, elle a 16 mois, c'était très important dans la vie de quelqu'un, vous imaginez bien. Et voilà, donc depuis 16 mois, elle ne me quitte plus, elle est avec moi tout le temps. Et elle m'a peut-être aidé d'ailleurs à faire un choix, à bouger, à changer, à progresser, à avancer. Et donc voilà, donc elle ne me quitte pas, vraiment. Vous vous souhaitez bonne chance mutuellement, tous les deux, les deux nouveaux. Donc merci Stéphane, merci Laurent. On retrouve Stéphane dans l'Arène de France. Laurent au journal de 20h d'ici quelques semaines et puis un jour, une heure. Merci d'avoir été nos invités pour cette première. Bonne chance à tous les deux. Au revoir, salut public, merci. Merci beaucoup.